Please take this opportunity to adjust the volume on your television set. Millions of disease-causing germs are launched into the atmosphere every time someone coughs or sneezes. It is customary to cough and sneeze into one's hands, supposedly to prevent the spread of germs. But germs get onto the cougher's hands and are spread to telephones and doorknobs, and from there they are spread to other people's hands and mouths, and who knows where else. The best place to cough is into fabric, such as one's sleeve, where germs are trapped while they desiccate and die. But people in polite society do not cough into their sleeves. Such behavior is frowned upon. The purpose of this video is to make coughing into one's sleeve fashionable and even patriotic. It's the right thing, the polite thing to do. You will now see 4 excellent, slightly different coughing techniques executed first into the right sleeve and then into the left. The technique will vary depending on your dimensions, the flexibility of your joints, whether you are wearing long or short sleeves, and your ability to cough at an angle. Notice the slight change of position during a sneeze, with the nose a little lower. You will now see a series of coughs and sneezes performed by random subjects. Their coughs will be judged by our panel of 3 infectious disease experts, Dr. Graham Stain, Dr. Blood Hagar, and Dr. Polly Morph. First, the coughs. That would be a 4. That's a the left 3. hand was 3.4. needlessly Close to their contaminated. 10. Perfect. 9. Hand on opposite 9.9. shoulder creates a No mass complaints appeal. about messing up ideal. his beautiful suit. 4.7. 4. He The should elbow's a cough bad into his target for people bicep. with long arms. 8. 7.6. Easy, practical, Almost I as like good it. as the black suit guy. pathetic, Awful, not fit. 0. Oh, geez. Field. What planet did he come from? Now, the sneezers. 2. 1. He contaminated his 3.5. hands. Yuck. Why bother with the They Kleenex? always smile when they're finished. That's a 1. Her right should go and hand's wash more her hands dangerous now. than her left. 5. 5.2. His hand got hit. Impractical. 9. Wow, 9. great germ Great. entrapment. Nearly They messed up perfect. their hair. Who let him back in? Get that guy out of here. He doesn't Disgusting. rate the time Yuck. of day. A perfect 10. 9.9. 10. What can I Awesome. say? She's the one to imitate. We must train ourselves to cough into the nearest appropriate fabric, which is usually a sleeve. Most healthcare garments lend themselves well to this technique. Unfortunately, many street clothes do not. To avoid messes, we should formulate coughing strategies for the clothes and accessories we are wearing each day. I could have saved my shirt if I did that first time. Paper tissues are good cough receptacles when they are placed over the mouth properly, but using them usually results in hand contamination. They should not be reused. Handkerchiefs suffer from the same hand contamination and reuse problems, and they have the additional disadvantage of poor accessibility. Achoo! Ew! Ew! From an infection control standpoint, the perfect answer would be an armband that could be changed after each use. However, society is not yet ready for such a radical change. So, in keeping with the recommendations of the Centers for Disease Control and Prevention, why don't we just do it in our sleeves? It's the right thing. It's the polite thing to do. And remember, if you make a mistake and cough or sneeze into your hands, please wash them immediately.
L'ennemi, le voici. Un virus. C'est pratiquement une créature de science-fiction. Une créature si étonnante que les biologistes hésitent à le classer dans le monde du vivant. Pensez-y, il ne respire pas, il ne mange pas. Seul, il ne montre aucune des caractéristiques de la vie. En fait, le virus, c'est un parasite. Ça doit infecter une cellule pour pouvoir se multiplier, se répliquer. Et à ce titre-là, c'est à la jonction entre le vivant et le non-vivant, parce que c'est pas autonome. Le nouveau virus AH1N1 de la grippe, comme tous les virus, prend vie lorsqu'il infecte une cellule. Il ne possède que le strict nécessaire pour se reproduire. Une capsule qui le protège. Et à l'intérieur de cette coque, il n'y a que des gènes. 8 gènes, alors que l'humain en possède plus de 20 000. Pour attaquer une cellule humaine, le virus doit en avoir la clé. Cette clé, c'est un élément à sa surface, le H pour hémagglutinine. En pénétrant dans la cellule, il perd sa coque et libère ses gènes. Ces petits bouts d'informations génétiques vont prendre le contrôle de la machine cellulaire. Un véritable coup d'État. Toutes les énergies de la cellule vont être détournées de leur fonction première. La cellule va se transformer en usine à fabriquer des virus. Le virus se multipliera à des milliers d'exemplaires. Pour quitter la cellule, les virus nouvellement produits se serviront d'une clé de sortie, le N pour neuraminidase. Une armée de virus fraîchement formés vont quitter la cellule pour en attaquer d'autres. Les spécialistes classent les virus de la grippe selon les clés d'entrée et de sortie. C'est chez les oiseaux que l'on trouve la plus grande variété de virus de la grippe A. Chez eux, le H se décline de 1 à 16 et le N de 1 à 9. Chez l'humain, lors des pandémies, on ne connaît jusqu'ici que des virus équipés de H1, H2, H3 et de N1, N2. Je pense qu'il n'y a aucun expert qui a vu venir le H1N1 d'origine porcine comme étant la cause de la prochaine pandémie. Tout le monde parlait du H5N1. Il n'y a personne qui parlait du H1N1. Alors oui, ça nous a pris par surprise. Cela peut sembler curieux, mais la grippe A, celle qui est responsable des pandémies, est le prix que l'humanité paie pour avoir domestiqué les oiseaux et les porcs il y a environ 10 000 ans. L'élevage crée une promiscuité entre l'humain et les oiseaux. Le virus peut en profiter pour contaminer l'humain. On parle alors de grippe aviaire. C'est un passage difficile pour le virus, car entre l'oiseau et l'homme, il y a une grande différence génétique. Et dans ce cas, la grippe est très sévère. La mortalité est importante. La grippe espagnole de 1918 était une grippe d'origine aviaire. Le réservoir initial des virus influenza, c'est vraiment au niveau des oiseaux migrateurs. Donc des oiseaux qui vont être infectés par des virus influenza qui ne développeront pas de symptômes. On ne sait pas qu'ils sont infectés, puis ça va le transmettre sur de longues distances. Et là, ça va venir en contact avec soit des oiseaux qui sont plus susceptibles, des oiseaux domestiques comme des poulets qui vont devenir malades, des porcs ou des humains. Et parfois, ça passe de l'oiseau à l'homme, mais souvent, ça demande une adaptation chez un autre intermédiaire comme le porc. Le porc est génétiquement plus près de nous. Il peut servir de pont entre l'oiseau et l'humain. C'est chez le porc, à force de muter, que le virus va s'acclimater à l'organisme d'un mammifère. Il développera des clés qui lui permettront d'attaquer l'humain. Lorsque le virus passe par le porc, d'ordinaire, il est moins mortel. Les virus pandémiques de la grippe asiatique de 1957 et celle de Hong Kong de 1967 ont transité par le porc. C'est aussi le cas du nouveau virus A H1N1. Le virus de la grippe
attaque les cellules des voies respiratoires. En toussant et en éternuant, les gens atteints libèrent de fines gouttelettes contenant des millions de virus. Quiconque respire ces gouttelettes est à son tour contaminé. On peut aussi s'infecter en touchant une surface contaminée, puis son nez ou sa bouche. Regardez ces plaques. Elles sont tapissées de cellules, comme le sont nos voies respiratoires. Ici, le virus A-H1N1 est en action. Les dommages sont évidents. Des trous apparaissent. À force de produire des virus, ces cellules sont mortes d'épuisement. Au microscope, on peut voir d'autres cellules infectées. Elles subiront bientôt le même sort. Les voies respiratoires sont attaquées. Le système immunitaire se met en action. C'est lui qui provoque les symptômes de la grippe. Les plus courants, fièvre, toux, douleurs musculaires, maux de tête. Les symptômes apparaissent de 24 à 48 heures après le début de l'attaque du virus. C'est vrai pour tous les virus de la grippe, y compris le nouveau virus A-H1N1. Une des caractéristiques de l'influenza, c'est l'apparition brusque des symptômes. On se sent bien à midi, tout à coup, à 2 heures, on dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? » À 3 heures, on quitte le travail, on va se coucher, on arrive au lit, on est grelottant, on est brusquement atteint par l'influenza. Le système immunitaire prend environ 10 jours à développer des anticorps et à se débarrasser du virus. Mais parfois, il y a des complications. Le virus prépare le terrain pour d'autres microbes. Les gens qui vont décéder suite à une influenza, souvent, ils ne décèdent pas du virus influenza comme tel, mais des conséquences secondaires à l'infection par le virus influenza. Et une des conséquences, c'est l'entrée par la suite massive des bactéries au niveau des poumons. Et on peut décéder donc d'une pneumonie bactérienne. Autre complication, une réaction exagérée du système immunitaire. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on observe avec le virus A-H1N1. Ce sont des jeunes en bonne santé qui présentent le plus souvent ce problème et qui se retrouvent aux soins intensifs. La réponse immunitaire peut amener au niveau des poumons des liquides inflammatoires qui vont réduire la capacité des poumons d'échanger l'oxygène entre l'air ambiant et le sang. Et évidemment, à ce moment-là, le sang ne recevant plus suffisamment d'oxygène, le patient va développer des problèmes graves dus au manque d'oxygène. Certains virus, comme celui de la rougeole, ne mutent pas. Si vous avez eu la rougeole une fois, vous ne l'aurez plus, car le système immunitaire le reconnaîtra aussitôt et s'en débarrassera. C'est aussi pourquoi on a besoin d'être vacciné qu'une fois contre la rougeole. Mais le virus de la grippe A est une boîte à surprises qui met sur le qui-vive tous les spécialistes de la santé publique. On ne sait jamais avec quel visage il va apparaître, ni quel dommage il pourrait causer. Nous, pour reconnaître les gens, nous regardons leur visage. Le système immunitaire, pour reconnaître les virus, regarde les protéines à leur surface. Surtout le H, l'hémagglutinine. Ce H, c'est le visage du virus. Il change souvent d'apparence. En se recopiant, le virus commet sans cesse des erreurs. Il mute constamment. Quand il y a plusieurs de ces petites mutations-là qui s'accumulent au fil des ans, bien, nos anticorps sont plus capables de reconnaître le virus et on peut donc être réinfecté année après année. Puis c'est aussi pour ça qu'on doit changer le vaccin année après année. Le virus A-H1N1 n'est pas le résultat d'une mutation. Ce n'est pas un virus qui a changé de visage. C'est un tout nouveau personnage qui apparaît. Dans ce cas, on parle de réassortiment. C'est un changement majeur. Le virus A-H1N1 est le résultat du mélange de 2 virus chez le porc. Voici ce qui s'est passé. 2 virus différents de la grippe ont contaminé simultanément la même cellule. Cette cellule s'est mise à fabriquer au hasard des virus en mélangeant les gènes. Un virus nouveau est né, avec une combinaison de gènes jamais vue.
Ce virus est passé du porc à l'homme, puis de l'homme à l'homme. Normalement, un nouveau virus pandémique apparaît tous les 10 à 40 ans. On peut suivre à la trace le parcours des virus pandémiques. Le virus de la grippe espagnole de 1918 était un H1N1 d'origine aviaire. Après la première vague meurtrière, il a persisté sous une forme saisonnière jusqu'en 1957. En 1957, apparaît le virus de la grippe asiatique, résultat du réassortiment chez le porc d'un virus aviaire et du virus humain, qui va perdurer comme virus de la grippe saisonnière jusqu'en 1968, où le virus de la grippe de Hong Kong apparaît. C'est aussi un réassortiment d'un virus aviaire et d'un virus humain chez le porc. Ce virus est encore en circulation en tant que virus saisonnier. Il est cependant en train d'être délogé par le nouveau virus H1N1, qui occupe déjà l'espace à plus de 97%. L'été dernier, le virus circulait surtout dans l'hémisphère sud. Il était sous la loupe des experts de l'Organisation mondiale de la santé. On craignait qu'il mute. Les gens s'inquiètent beaucoup de la possibilité d'une mutation du virus tout au long de la première année d'une pandémie qui rendrait le virus plus dangereux, plus virulent. Ces changements-là au niveau du virus sont imprévisibles. Heureusement, le virus n'a pas muté de façon importante. Il a le même visage qu'au printemps dernier. C'est une bonne nouvelle. Pour le moment, le H1N1 ne cause pas plus de décès que ne le font habituellement les virus de la grippe saisonnière. On remarque aussi que les personnes âgées sont moins touchées par le nouveau virus. Ça, on se l'explique maintenant par le fait que les personnes de plus de 60, 65 ans ont des anticorps qui les protègent partiellement contre ce virus-là parce qu'ils ont probablement vu un virus apparenté, H1N1, qui n'est pas le même, mais apparenté, antérieur à 1957. Et donc, c'est un descendant du virus de la grippe espagnole de 1918-19. Tous les gens qui souffrent de maladies respiratoires chroniques, de maladies cardiovasculaires ou encore qui présentent une déficience immunitaire sont plus à risque de développer des complications. Parmi eux, les femmes enceintes. Une femme enceinte, particulièrement vers la fin de sa grossesse, au cours du 3e trimestre, doit mettre son système immunitaire en veilleuse, si on peut le dire, pour ne pas rejeter son fœtus. Et le fait de mettre le système immunitaire en veilleuse, ça amène une baisse relative d'immunité, ce qu'on appelle une immunosuppression. Donc, une femme enceinte ne combattra pas aussi bien les effets du virus. Depuis une dizaine d'années, nous sommes moins démunis que nous l'étions auparavant face au virus de la grippe. La science a développé des antiviraux. C'est une nouvelle classe de médicaments qui s'attaque au virus à un moment critique de son cycle. Ainsi, le Tamiflu empêche le N, la clé qu'utilise le virus pour sortir de la cellule, de fonctionner. Les virus sont piégés dans la cellule et la maladie est stoppée. Mais les antiviraux ont leurs limites. Ainsi, le Tamiflu est efficace seulement s'il est pris lors des premières 48 heures du début de la grippe. Et on observe déjà l'apparition de virus H1N1 qui résistent au Tamiflu, ce qui rend alors ce médicament inefficace. L'arme de choc contre le virus demeure le vaccin. Dès l'apparition du nouveau virus, tout un processus s'est mis en place pour développer et fabriquer un vaccin. Une course à obstacles, dont le but est de prendre le virus de vitesse. Mai 2009, Genève. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lance la plus vaste offensive contre l'influenza dans l'histoire de l'humanité. Nous devons fabriquer assez de vaccins pour en assurer une distribution mondiale. Une véritable course contre la montre s'engage. L'objectif, la fabrication de 3 milliards de vaccins, l'arme de prévention ultime contre la grippe H1N1.
Le docteur Carl Weiss est infectiologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Pour lui, la vaccination est l'une des grandes victoires de la médecine moderne. Sans l'immunisation, sans la vaccination, les maladies infantiles, les maladies néonatales, les maladies de l'enfance seraient encore extrêmement prévalentes. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, au Québec, il y avait une personne sur deux qui naissait qui n'allait pas atteindre l'âge de 18 ans à peu près. Dans le cas d'une pandémie, chaque minute compte. Car la fabrication d'un vaccin prend un temps fou, en moyenne 6 mois après l'identification de la souche pandémique. Retour en arrière, 24 avril 2009, Mexique. Le compte à rebours commence dès l'éclosion de ce qui n'est encore qu'une épidémie de grippe locale. Les chercheurs collectent des échantillons sur les malades et les patients décédés. À mesure que l'épidémie s'étend de pays en pays et qu'elle se transforme en pandémie, on compare ces échantillons. Le 28 avril 2009, on identifie le coupable. C'est un nouveau virus de type A H1N1. Début mai 2009, la course au vaccin s'accélère. Première étape, l'OMS envoie la souche primaire du A-H1N1 à l'un des 3 laboratoires dans le monde spécialisés dans la multiplication des virus. Ils serviront de semences pour la fabrication massive des vaccins. 27 mai 2009. Les semences sont prêtes à être distribuées aux grands fabricants de vaccins. Baxter, Novartis, Sanofi Pasteur et GlaxoSmithKline. Ce dernier est le fabricant exclusif de vaccins contre l'influenza pour le Canada. Depuis 60 ans, la fabrication des vaccins passe par une technologie connue et peaufinée. La première et la plus importante contribution à cette technologie vient des poules. Nourries avec une moulée sans antibiotiques, elles pondent leurs œufs dans un environnement complètement aseptisé. Et pourquoi les poules? Comme à l'origine le virus de l'influenza provient des oiseaux, il infecte très facilement les œufs. Mais pas n'importe quels œufs. Ce sont des œufs fécondés, dont les cellules de l'embryon continuent à se multiplier. C'est fondamental pour le virus A H1N1, car il est incapable de se reproduire par lui-même. Pour inoculer le virus dans l'embryon, on perce le dessus des coquilles d'œufs. 48 heures plus tard, on vérifie chaque œuf pour voir si l'incubation se fait normalement. À ce moment-là, il y aura dans un seul œuf des millions de virus A H1N1. On récolte le liquide par aspiration, puis on le purifie pour en extraire les virus, qui seront alors tués. On ne garde que les antigènes HA. Il n'y a pas de virus vivant dans les vaccins injectés contre l'influenza, y compris celui contre le A-H1N1. 6 août 2009. Ottawa se prépare à l'épidémie de grippe H1N1. Le gouvernement fédéral va acheter un peu plus de 50 millions de doses de vaccins pour immuniser... Cette commande, passée à GlaxoSmithKline, est colossale. Comme cela prend entre 1 et 2 œufs pour donner un seul vaccin, il faudra au moins 75 millions d'œufs pour produire les 50 millions de vaccins en question. Fin octobre 2009. Livraison des premiers lots de vaccins. Pour produire autant de vaccins en si peu de temps, GlaxoSmithKline ajoute à sa préparation un composant nouveau, l'adjuvant ASO3. Donc, on a développé des molécules chimiques qui font que lorsqu'on les met avec le vaccin, au lieu d'avoir besoin d'une quantité de virus plus élevée, on peut faire le même travail avec une quantité de virus plus petite. Alors, je vous donne un exemple. Supposons, de façon hypothétique, que ça prendrait 20 microgrammes de virus pour faire un vaccin, mais vous me dites, moi, si je mets un adjuvant, je suis capable de donner la même réponse immunitaire avec 5. Donc, je peux faire
4 fois plus de doses de vaccin en utilisant cet adjuvant-là. Le gouvernement canadien n'est pas le seul à avoir choisi cette solution. C'est aussi le cas de l'Australie et de l'Europe. Résultat, il y aura assez de vaccins pour répondre aux besoins de la totalité de leur population. L'adjuvant présente une autre qualité fondamentale en situation de pandémie. Un adjuvant, c'est une substance qui permet de stimuler votre système immunitaire de façon à avoir une meilleure réponse au vaccin. C'est un concept qui existe depuis les années 20, qui a été découvert par un médecin de l'Institut Pasteur qui s'appelait Gaston Ramon et qui, lorsqu'il administrait le vaccin contre une maladie qui s'appelle la diphtérie, avait trouvé que s'il rajoutait certaines substances au vaccin, qu'on avait une meilleure réponse, une meilleure montée d'anticorps, si vous voulez, que s'il n'y en avait pas. L'adjuvant déclenche une inflammation locale appelée le signal danger. Avant d'être éliminé du site d'injection, l'adjuvant présente les antigènes HA aux soldats de première ligne du système immunitaire, les cellules dendritiques. Ces dernières absorbent et brisent les antigènes en petits morceaux. Les cellules dendritiques livrent ensuite ce matériel génétique aux lymphocytes, les soldats de deuxième ligne. Ces derniers créent alors des anticorps faits sur mesure. Les lymphocytes mémorisent aussi les propriétés des antigènes. Ils pourront donc produire une réponse plus rapide en cas d'une seconde infection. C'est sur ce principe de mémoire immunitaire que les vaccins agissent. Septembre 2009, Allemagne. Les premiers vaccins avec adjuvant sont testés. Au lieu de 2 doses, comme c'est ordinairement le cas lorsqu'on a affaire à un nouveau virus, une seule suffit pour induire une réponse immunitaire acceptable dans 90% des cas. C'est ce que confirment les prises de sang chez les volontaires. En outre, les effets secondaires semblent négligeables. Les autres tests cliniques réalisés depuis en Europe confirment ces résultats. Début octobre 2009. L'usine de GlaxoSmithKline fonctionne à plein régime. Elle sera bientôt en mesure de produire des millions de doses par semaine de son vaccin Aripanerix. Cela fait beaucoup de vaccins à administrer. 13 octobre 2009. Il va y avoir des endroits désignés dans lesquels on va aller chercher le maximum d'efficience pour vacciner le maximum de personnes en peu de temps. Fin octobre 2009. Début de la vaccination au Canada. Pour contenir la pandémie, il faut que les Canadiens se fassent vacciner en grand nombre. La vaccination demeure la meilleure méthode de prévention et de protection contre le virus de la grippe. Et malgré ce que certains en disent, le vaccin est sécuritaire. Au retour, ce qu'en dit la science. À 18 ans, Jessica avait toute la vie devant elle. Étudiante au cégep, elle envisageait aller à l'université. Belle, grande, un look d'enfer. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait et fréquentait régulièrement le gym. Fin du conte de fées. Moi, je sentais comme si j'avais la grippe ou comme si je venais de sortir du gym, puis je me sentais toutes mes muscles faibles. J'ai passé au médecin, puis là, il m'a dit que c'est normal, c'était une grippe musculaire, puis que ma mère, elle avait juste à me donner des Tylenol. Le rendu à midi, Jessica, elle se peut plus, elle fait de la fièvre, puis tout ça. Là, je la couche dans mon lit. Par la suite, pour faire baisser la fièvre, je fais couler un bain. Là, à 2 heures l'après-midi, elle commence à crier au cou. Vraiment de la misère, puis j'ai de plus en plus mal. Fallait qu'elle fasse attention à mes doigts parce que j'avais vraiment mal aussi. Et là, rendu à 5 heures le soir, c'était les cris. Elle criait « J'ai des coups de couteau dans les jambes, dans les bras, partout. » Là, j'essayais de toucher le bout des doigts. Impossible. Je commence à crier. « Oh, moi, j'ai des couteaux dans le dos, ça fait mal. Appelle l'ambulance, je vais mourir. »
Je me souviens que l'ambulance est venue. Là, ils ont demandé à ma mère si j'ai pris des drogues ou quoi que ce soit. Moi, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue. Elle criait au meurtre. C'était la seule qui t'attendait à l'urgence. La seule. J'en avais mal au ventre. Ah, c'est un cas extraordinaire. Elle s'est présentée ici en choc, en choc septique, donc hypotension, atteinte sensorielle, elle faisait de la fièvre, et on l'a investiguée, elle avait des lésions cutanées. Le lendemain, elle commençait à avoir les bouts des doigts noirs, comme une méningite. Alors, au début, c'était la méningite pour eux autres, mais par la suite, en suivant tous les tests, c'était plus la méningite, c'était le coma. On suspectait une endocardite. Et on a prouvé qu'elle avait une infection à SARM communautaire dans le sang, qui s'est attaquée à ses valves cardiaques. Et à partir des valves cardiaques, elle s'est envoyée des multiples embolies cérébrales. Elle a développé de multiples abcès cérébraux, des abcès géants dans certains cas. Alors que c'était un cas extraordinaire, presque désespéré et désespérant. Soins intensifs, coma, de multiples lésions cérébrales. Littéralement, son cerveau ressemblait à un gruyère, un fromage gruyère. Il n'y avait plus de signes vitaux, il n'y avait plus rien. Là, c'était alarmant. Pour nous, elle était presque décomptée. Ça, c'était en stade aigu de la maladie lorsqu'elle s'est présentée. Alors, on voit en fait de multiples abcès cérébraux de grande taille au cervelet et dans le reste des deux hémisphères crâniens. En fait, son cerveau était littéralement farci de multiples abcès. Tous, c'est répandu. Très répandu partout. Tous dus au Staph aureus résistant à la méthicilline, au SARM. Le SARM, dont parle le Dr Poisson de l'Hôtel-Dieu de Montréal, c'est le Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline. C'est cette fameuse bactérie qui, nous l'avons démontré il y a 3 ans, cause une épidémie rampante dans nos hôpitaux. Moi, j'ai attrapé le SARM dans la salle de bloc opératoire ici. Lors d'une intervention chirurgicale. À elles seules, les bactéries acquises à l'hôpital font plus de morts que les accidents de la route. Plus de 8000 personnes en meurent chaque année au Canada. Mais Jessica, elle, a contracté le SARM sans être hospitalisée ni être entrée en contact avec un patient infecté. L'origine présumée de son infection était peut-être du body piercing. Elle avait du body piercing à gauche et à droite, dont un au niveau de la langue. Qui ferait une porte d'entrée. Qui constituait vraisemblablement une porte d'entrée. Heureusement pour Jessica, le microbiologiste Michel Poisson suivait l'évolution aux États-Unis d'une nouvelle bactérie qui, depuis le début des années 90, s'attaque aux gens dans la communauté, d'où son nom SARM communautaire. Une toute nouvelle superbactérie qui commence à faire son apparition à Montréal. Quand on fait son profil génétique, on se rend compte qu'il est différent du SARM dans le milieu hospitalier. Donc, ce n'est pas un déversement de ce qui se passe à l'hôpital dans la communauté, c'est une nouvelle souche. La souche de SARM communautaire est plus agressive, même si elle est moins résistante à certains antibiotiques. Sa virulence ressemble parfois à la bactérie mangeuse de chair, comme l'a constaté la mère de Jessica. Pendant qu'elle était dans le coma, la bactérie mangeait toute la peau, ses ongles d'orteil, les bouts des doigts, son oreille. Elle n'avait en dessous des pieds vraiment, là, je vous dis, là, la peau, là. Si un enfant a une infection au staphylocoque, il y en a partout dans la chambre. Que vous touchiez au lit ou à n'importe quelle partie de la chambre, la bactérie est là. Et je crois que les gens ne réalisent pas ça. C'est le docteur Robert Dome, pédiatre et infectiologue au Comer Children's Hospital de l'Université de Chicago, qui a été le premier à sonner l'alarme. Le MRSA communautaire, comme on l'appelle dans le monde anglophone, ne touchait plus seulement les personnes très malades dans les hôpitaux. Des bébés et de jeunes enfants se présentaient de plus en plus souvent à l'urgence en hurlant de douleur et décédaient après quelques jours. On a l'exemple d'enfants qui sont en pleine santé à l'heure du lunch et qui arrivent à l'urgence et décèdent avant minuit. C'est donc une dégradation rapide et agressive avec choc septique. Malgré tous nos efforts, le taux de mortalité est très élevé. Le SARM communautaire ne frappe pas tout le monde de façon aussi dramatique. Il faut d'abord dire que 30 % de la population est porteur de la bactérie à un moment ou à un autre, et ce, sans aucune conséquence. Dans la majorité des cas d'infection, il s'agit d'abord et avant tout d'une infection de la peau ou des tissus mous.
C'est un type d'infection de la peau très spécifique qui ressemble à une piqûre d'araignée et qui se répand rapidement. C'est très commun. Souvent aussi, il y a enflure semblable à un bouton ou un furoncle qui grossit et suppure. Comment on le transmet à une personne? La voie préférée, c'est par le contact. C'est-à-dire qu'une personne est porteuse, je la touche et je touche mon visage. Et voilà, on vient de le transmettre. Aucune statistique sur l'ampleur de l'épidémie n'existe au Canada ni même aux États-Unis. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que chez nos voisins, plus de 50% des cas de Staphylococcus aureus qui se présentent aux urgences sont des SARM communautaires. Un problème de taille si on considère que la plupart des médecins, même les urgentistes, peuvent difficilement identifier la bactérie. Pour le Dr Carl Weiss de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, l'important, c'est avant tout un bon diagnostic. Mais ce n'est pas tellement la sévérité qui peut être problématique, c'est le fait que le type de traitement qu'on doit donner va être différent du traitement qu'on donnera habituellement. Et si on n'est pas sensibilisé à cette notion-là, le problème, c'est qu'on pourrait passer à côté. Comment on fait pour dépister le SARM communautaire? On a dû commencer à se dire qu'une simple infection de la peau, comme un abcès, est un SARM, jusqu'à preuve du contraire. Si l'infection n'est pas traitée rapidement, elle peut se répandre en quelques jours ou même quelques heures dans le sang et les os. Cette souche est un peu comme la pointe de l'iceberg. Elle n'est pas fréquente, mais 50% des victimes en meurent. Une personne sur deux sérieusement infectée par la superbactérie qui meurt de façon foudroyante, ce n'est pas une mince affaire. Un des constats les plus alarmants, dans les 5 dernières années, ce sont les jeunes enfants qui sont surtout touchés. 25% de plus dans les unités pédiatriques du Dr Dome. On pense que les enfants sont plus souvent touchés par le SARM communautaire que les adultes. Mais il y a plein d'histoires d'adultes infectés par cette bactérie qui dépérissent tout aussi rapidement. Le nouveau staphylocoque doré ne s'embarrasse pas de frontières. On parle maintenant de pandémie aux États-Unis, d'épidémie en Europe de l'Ouest, et la superbactérie s'installe présentement au Canada. D'abord dans l'ouest du pays, où dans une ville comme Calgary, on compte de 1 à 2 nouveaux cas par jour. Montréal et Québec ont aussi rapporté des cas. Confinés d'abord dans certains milieux, notamment les utilisateurs de drogues intraveineuses, les détenus, des communautés amérindiennes, l'armée, on retrouve le SARM communautaire maintenant dans les garderies, les équipes de sport et même dans la lutte olympique. Et souvent, c'était des gens qui étaient relativement jeunes, en bonne santé et sans facteur de risque particulier. Ça peut frapper tout le monde et n'importe qui, si vous voulez. Il semble que les sportifs qui se touchent durant un match sont plus atteints. Ici, aux États-Unis, nous avons eu des éclosions dans les équipes professionnelles de football. Des équipes américaines de football professionnelles comme les Dolphins de Miami ont recensé de nombreux cas de SARM et certains joueurs ont dû abandonner leur saison à cause de l'infection. À Toronto, 2 joueurs de baseball des Blue Jays ont été retirés du jeu suite à des infections de peau. Nous sommes au collège Lycoming à Williamsport en Pennsylvanie. Ricky Lanetti a attendu ce jour toute sa vie. C'est la finale des éliminatoires du football national collégial. Ricky a brillé tout l'automne à Lycoming, brisant tous les records de la Ligue. Ricky, c'est le numéro 19, le receveur sur lequel toutes les mires sont braquées. Mais sa plus grande admiratrice, c'est sa mère. C'était la star, le cœur de l'équipe. Il brisait tous les records. C'était très excitant de le voir jouer. Ici, ce sont les records qu'il a fracassés. Frank Girardi, son entraîneur, vante non seulement ses talents de joueur, mais aussi ses qualités morales. C'était un leader.
Un vrai chef d'équipe. Il était très efficace et les jeunes l'admiraient. Mais ce soir-là, dans son dortoir, Ricky a les yeux grands ouverts. Ce n'est pas la tension du match à venir qui le tient éveillé. C'est la fièvre, cette grippe qui s'est jetée sur lui entre deux pratiques pendant la semaine. Et surtout, il a des douleurs insupportables. Mais à 21 ans, un héros super entraîné ne doit pas se plaindre. C'était une semaine bizarre. Il est venu à la pratique le lundi. Mardi, il a commencé à se sentir malade. Mercredi, il n'était pas à la pratique. Il est resté dans sa chambre. Il se sentait grippé. Je savais qu'il était malade car il ne manquait jamais ses pratiques, surtout qu'ils allaient jouer pour le championnat. Il devait être très malade pour manquer ça. Teresa a parlé à Ricky presque tous les jours au téléphone cette semaine-là. Je savais que ça n'allait pas. C'était dans sa voix. J'avais un mauvais pressentiment. Probablement parce que je suis sa mère. Teresa n'a jamais manqué une performance de son fils depuis qu'il est tout petit. En faisant les 3 heures de trajet qui séparent Philadelphie de Lycoming College, elle sent que quelque chose ne tourne pas rond dans la vie de son grand garçon. Je suis arrivée le vendredi soir. Je voulais qu'il vienne dormir à l'hôtel avec moi. Il m'a dit qu'il était très fatigué, qu'il voulait dormir. Tu viendras me chercher demain matin. Dans son lit, Ricky n'en peut plus. À 4 heures du matin, il appelle sa mère et lui demande d'aller le chercher. C'était au-delà de ce que j'avais imaginé. Il ne pouvait pas marcher. Ses amis l'ont transporté jusqu'à ma voiture. Il était faible, ses jambes lui faisaient mal. Je ne pouvais pas croire qu'il soit malade à ce point-là. Une fois dans les bras de sa mère, son état continue à se dégrader. Avec la direction de l'équipe de football, Terry décide de le rentrer d'urgence à l'hôpital. À l'urgence, il était en état de choc, probablement un choc septique dû à une infection quelconque. On nous a dit, il est très très malade, mais s'il passe la nuit, il va s'en tirer. Je me suis dit, il a 21 ans, il est en santé, il est fort, il va passer à travers. Vu la gravité de son état, Ricky est transféré aux soins intensifs que dirige le Dr. McCauley. Quand vous l'avez vu, pensiez-vous qu'il allait s'en sortir? Oui, sa pression était basse, mais il réagissait bien à la médication. Il était éveillé et il parlait. C'était de toute évidence un gars solide, un athlète. Il ne savait pas ce qu'il avait. Plus il passait des tests, plus il constatait que ses organes ne fonctionnaient pas. Ses reins étaient pleins de sang, son foie était gonflé, il avait de l'eau sur les poumons, son cœur battait anormalement, sa pression était mauvaise. Tout ce qui pouvait aller mal, allait mal. Puis, il s'est mis à se détériorer malgré les médicaments. Sa respiration était difficile, on a dû le mettre sous ventilateur mécanique. À ce moment, on a commencé à craindre pour sa vie. Dehors, une tempête fait rage et le match de football est remis au lendemain. Les coéquipiers de Ricky peuvent ainsi venir le saluer une dernière fois. C'était très émotif. Ils voyaient leurs camarades, leur leader, leur meilleur ami, mourant sur un lit d'hôpital. Il avait peur, ça se lisait dans ses yeux. Il savait que ça n'allait pas du tout. À 19 h, le décès de Ricky est constaté. Il était hospitalisé depuis à peine 12 heures. Ricky est mort d'une défaillance d'organes multiples. Défaillance des reins, des poumons, du cœur, du foie. Presque tous ses organes ont lâché.
Ce n'est que beaucoup plus tard, lors de l'autopsie, que le pathologiste identifiera la bactérie coupable d'un tel carnage, le sarme communautaire, que le Dr McCauley n'avait pas encore vu dans sa pratique. Aviez-vous déjà vu un cas de sarme communautaire? Pas de ce type. C'était une infection foudroyante, d'une agressivité et d'une virulence nouvelles pour moi. J'étais sous le choc. Je ne savais pas ce qu'était le sarme. J'étais catastrophée. Comment un jeune de 21 ans peut être en santé un jour et mourir le lendemain? C'est incroyable. Le lendemain, ses coéquipiers, la mort dans l'âme, jouent leur match pour Ricky. L'émotion dans les vestiaires était à son comble. J'ai jamais vu ça. Ils avaient tracé son numéro dans la neige et ils avaient tous son numéro sur leur casque. Les meneuses de claques avaient le numéro 19 sur leur chandail. On lui a rendu un bel hommage. 3 ans après cette horrible journée, Teresa est hantée par l'idée que son fils est mort à cause d'un simple furoncle. Car dans son rapport d'autopsie, le pathologiste avait remarqué que Ricky avait un bouton sur une fesse qui aurait pu servir de porte d'entrée au staphylocoque mortel. Une mort qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être évitée. Il a probablement développé une infection sur la peau. Souvent, une personne peut être porteuse de la bactérie dans le nez et ça se développe dans la gorge, puis ça descend dans les poumons et ça se transforme en pneumonie. Il peut l'avoir contracté dans un environnement sportif. Teresa vit littéralement dans un sanctuaire voué à la mémoire de son fils. Elle a créé une fondation pour alerter les autorités politiques et médicales à l'éclosion du sarme dans la société. Elle tente de sensibiliser les sportifs à changer leurs mœurs et leur mentalité, comme cesser de partager des objets de toilette et faire vérifier éraflures et boutons. C'est difficile parce que les jeunes garçons, surtout, ont été entraînés à ne pas se plaindre pour un mal de tête ou un mal de ventre. À 18, 19, 20 ans, ils pensent que rien ne peut leur arriver. Est-ce qu'on partage encore les serviettes, les lames de rasoir, le gym? De temps à autre, oui, mais on est plus prudent, on est plus sensible aux problèmes. C'est trop important. Quelqu'un qui meurt à cause d'une éraflure, c'est tragique. La campagne de la mère de Ricky Lanetti n'est qu'une goutte d'eau pour enrayer l'épidémie qui est à nos portes. À Chicago, le Dr Dome déplore le fait que le CDC, l'organisme américain de contrôle des maladies, ait été si lent à réagir. Le CDC est maintenant d'accord avec moi. Il y a une épidémie de sarme aux États-Unis. C'est étonnant qu'il ne soit pas encore sur le terrain. Je travaille en infectiologie depuis 1978 et je n'ai jamais rien vu de tel. Au Canada, les responsables de la santé publique de tous les paliers de gouvernement reconnaissent l'importance du sarme communautaire et ils ont émis des recommandations de diagnostic et d'hygiène. Le Dr Carl Weiss participe au programme canadien de surveillance des maladies nosocomiales. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait des ressources qui soient allouées peut-être plus au sarme communautaire, tout simplement pour en connaître l'ampleur et pour savoir jusqu'à quel point il peut être un problème pour notre système de santé. Parce qu'évidemment, si on laisse faire les choses et on ne surveille pas trop ça, on pourrait se retrouver rapidement à un niveau de problème qui va être beaucoup plus difficile à gérer dans le futur. Et cette menace se double d'une autre. Ceux qui sont infectés doivent aller à l'hôpital pour se faire traiter. Ils menacent ainsi d'introduire ce nouveau sarme dans un endroit où les gens sont déjà malades et affaiblis.
On commence à voir un mélange des deux types de bactéries. Le SARM hospitalier et le SARM communautaire se ressemblent de plus en plus. On commence à voir un chevauchement des deux souches. Le monde idéal, c'est un hôpital spécialisé, surspécialisé, avec seulement des chambres seules, avec des toilettes dans chaque chambre. Alors ça, tout de suite, vous allez couper la transmission de patient à patient. Et ensuite, du personnel qui est mieux formé, qui va mieux connaître l'infection en général, le concept d'infection, le concept de transmission, etc. Et ça va des médecins aux infirmières jusqu'à l'entretien ménager. Dans son malheur, Jessica a quand même eu la chance d'être hospitalisée dans une institution où des infectiologues savaient que le SARM communautaire fait des ravages aux États-Unis et qu'il était à nos portes. Et malgré un diagnostic rapide, elle est tombée dans le coma moins de 24 heures après son arrivée à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Quand j'étais dans le coma, moi, je pensais que c'était dans un rêve. Parce que moi, on m'a dit que je rouvrais mes yeux, mais là, c'est pour ça que je pense que c'était un rêve. Moi, j'étais sûre que je rêvais, parce que je voyais les images, je voyais ma grand-mère des fois, je voyais ma mère, ma tante, je voyais mes amis qui venaient me voir. 18 jours de coma. On lui administre des doses massives de vancomycine. On craint que si elle se réveille, elle demeure dans un état végétatif. Pas facile pour une mère. Ça, c'est un dimanche au soir. Me dire, bien, madame, il va peut-être falloir à penser à la débrancher. Ils m'ont montré son cerveau au complet qui était complètement noir. Pour moi, là, c'était me dire que c'est fini. Tu sais, c'est... Fait que là, tu penses que c'est fini parce que là, ils veulent que tu restes là. C'est comme des derniers moments de vie. Là, je suis rentrée. J'ai mis mon petit masque mitigant, tout ça. Là, je suis allée parler à Jessica, mais pas dans douceur. Là, Jessica, là, tu vas prendre ta décision ce soir parce que moi, je veux pas la prendre pour toi, la décision. Là, je suis partie de la chambre en pleurant. Là, je ris, mais là, je riais pas. Alors, le lendemain, quand je suis revenue à l'hôpital, elle était assise dans le lit. Ma réaction, c'était « Qu'est-ce que vous y avez fait? » Là, pour moi, là, c'est un choc parce que là, ils m'ont dit « On vous attendait pour la détuber. » Le réveil est effectivement brutal. Jessica est en vie, mais tout est à refaire. Fait que je pouvais pas parler, là, je pouvais rien faire, même pas manger, je pouvais juste ouvrir ma bouche, non. Pas parler, je parlais, je chuchotais, manger, il fallait qu'il me fasse manger, puis je pouvais pas bouger. Elle mettra 1 an de réadaptation pour redevenir autonome. Il lui a fallu même réapprendre à écrire. Mais le SARM communautaire lui a volé plus que du temps. Pour le moment, ça a attaqué tout mon côté droit de mon corps. En particulier, il y a ma main droite. Je sens plus vraiment mon majeur avec l'index puis l'annulaire. Mais je suis rendue que je suis plus capable d'écrire. Je me suis habituée avec cette faiblesse-là. On a un scan récent qui montre une guérison à toute fin pratique complète. Il ne reste que des séquelles cicatricielles, si on veut. Il n'y a plus rien, plus d'infection au cerveau. Il n'y a plus d'infection, il ne reste que des cicatrices. Là, ça fait déjà une semaine. Mais à votre avis, elle a à peu près plus de séquelles inquiétantes, en tout cas? Elle n'a pas du tout pour moi. Pour moi, elle est redevenue ma Jessica. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, comme d'habitude, mercredi à 21h. Au revoir et à la semaine prochaine.